Et ce matin, à 9h20, nous accueillons Pascal de Bruckner, qui est essayiste, pour ce livre, Un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc, aux éditions Grasset. Bonjour. Bonjour. Oui, merci d'être avec nous, Pascal Bruckner. Alors, vous êtes cash, on vous a déjà entendu et vu depuis quelques jours dans les différents médias. Donc, vous suscitez aussi des critiques. On va en parler, tout ça. Vous mettez sur un même pied le néo-féminisme, l'antiracisme et le discours décolonial qui ont fait de l'homme blanc, dites-vous, le responsable de tous les malheurs du monde. Avant d'y revenir et de voir si c'est une réalité ou exagération, quelques mots, Pascal Bruckner, sur l'actualité du moment avec la déclaration d'Emmanuel Macron au site Brut, qui estime qu'il y a trop de contrôle au faciès, et il est revenu sur, évidemment, des personnes de couleur blanche qui sont un peu moins contrôlées que les autres. Qu'est-ce que ça a suscité chez vous quand vous avez entendu cette déclaration du chef de l'État ? Je pense que c'est assez vrai. D'ailleurs, je le dis dans le livre. Je pense que dans certains quartiers, il faudrait freiner les contrôles au faciès. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus confondre complètement le racial avec le social. C'est-à-dire que ce sont souvent les gens les plus pauvres qui sont contrôlés et les gens les plus aisés le sont beaucoup moins. Donc, la caractéristique française, c'est de ne pas tout ramener à la couleur de peau, contrairement aux États-Unis. Je trouve que sur ce plan-là, nous sommes beaucoup trop obsédés par le modèle américain et nous ne savons pas revenir à nos valeurs républicaines, qui sont des valeurs universelles et pour qui la couleur de peau, l'origine, la croyance sont inessentielles. Et donc, c'est un peu ce que je critique dans mon livre. Oui, c'est ça. Alors, vous, l'intellectuel qui avait connu mai 68, qu'est-ce qui vous a poussé justement à écrire ce livre, L'homme blanc coupable presque parfait ? D'abord parce que j'ai écrit un livre très proche il y a longtemps. Oui. Vous étiez tout jeune à l'époque, et moi de même, le sanglot de l'homme blanc. Oui. Et je pense qu'effectivement, nous sommes passés d'une idéologie tiers-mondiste qui considérait l'Occident comme étant l'oppresseur du monde pour des raisons politiques et économiques, à une idéologie racialiste, où alors on fait de l'homme blanc, dans sa totalité, de Vladivostok à Valparaiso, le coupable parfait de tout ce qui va mal dans le monde, au moment même où ceux qu'on appelle les blancs, entre guillemets, sont démographiquement moins nombreux que d'autres, et surtout au moment où le rôle de l'Europe et des États-Unis décline dans le monde, puisque les puissances montantes, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est donc tous les pays d'Asie. Et je trouve qu'il y a là un appauvrissement du discours et surtout un retour à ce que nous avons bien connu en Europe dans les années 30, c'est-à-dire l'obsession de l'épiderme, l'obsession de la race, la réduction des êtres humains à leurs conditions de naissance, à leur couleur de peau. Et je pense... Mais est-ce que vous n'exagérez pas là un petit peu l'homme blanc, parce que quand vous dites l'épiderme, tout de suite, et les années 30, bien sûr, vous faites référence après, par la suite, en fait, aux juifs, et une comparaison entre blancs et juifs. Là, vous n'allez pas un peu trop loin ? Malheureusement, je ne vais pas trop loin, puisque cette comparaison est faite aux États-Unis, où les Juifs sont considérés comme étant des oppresseurs, parce que trop blancs pour ceux qui s'estiment persécutés. Et cette idéologie est en train de venir en France, puisque elle a été notamment formulée par un professeur d'histoire, Enzo Traverso, qui estime que les Juifs ont passé la ligne de couleur et que leur tragédie, c'est qu'ils ont blanchi avec la création de l'État d'Israël, qui est devenu un État colonial, et avec leur aisance financière et économique, et que par conséquent, ils sont désormais à mettre dans le même sac. D'ailleurs, ce que je dis, c'est que le racisme anti-blanc dégénère très souvent en antisémitisme pur et simple. Mais est-ce que ce n'est pas attaquer les gens pour ce qu'ils sont plutôt que sur ce qu'ils font ? Voilà, exactement. Là, vous avez mis le doigt sur le problème, c'est-à-dire que à partir du moment où on réduit les individus, hommes ou femmes, à leur couleur de peau, au lieu d'envisager leurs conditions sociales, leur position de pouvoir, ils sont coupables tout simplement d'être nés, et alors on rétablit quelque chose qui ressemble beaucoup au péché originel. Alors aux États-Unis, c'est vrai qu'être blanc, c'était pour toute la pensée de gauche et d'extrême gauche, c'est une faute. Et cette idéologie est en train de venir en France. Regardez par exemple le dernier livre de Lilian Thuram, La pensée blanche,
qui oscille constamment entre la condamnation de ce qu'il appelle la pensée blanche, c'est-à-dire le colonialisme, l'impérialisme, l'esclavagisme, et puis les blancs en général, qu'il synthétise en une seule formule, comme si tous les blancs étaient coupables, comme vous l'avez dit, d'être nés tels. Or ça, c'est la définition même du racisme. Et raciste, quiconque en veut à une personne pour ce qu'elle est de naissance. Puisque c'est mais ce qui est le cas aussi pour les Noirs, vous êtes d'accord? C'est le cas, évidemment, c'est le cas pour absolument tout le monde. Mais ça n'est pas la peine, au nom d'antiracisme, de reproduire les défauts qui existaient déjà auparavant. Oui, je ne vois pas où est le progrès. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas en fait un abus de langage en même temps, parce que toutes les personnes en fait de couleur ne sont pas dans cette culture racialiste. Bien sûr, non, ce que je dis simplement, ce que j'étudie là dans ce livre, c'est un discours. Oui. C'est un discours qui a été importé des États-Unis et qui a trois aspects. L'aspect néo-féministe, donc l'homme est coupable par nature, c'est un tueur de par son anatomie, c'est ce que j'appelle le despote couillu qui donc quoi qu'il fasse, même lorsqu'il veut être bon avec les femmes, les agresse et les violente. Ensuite, c'est l'homme et la femme blanche qui sont coupables d'être tels. Et puis dans le discours décolonial, ce qu'on explique, c'est qu'il faut décoloniser l'Europe de l'intérieur pour qu'elle disparaisse petit à petit et puisqu'elle n'expiera jamais assez le péché du colonialisme. Oui, c'est une revanche, en quelque sorte, c'est une revanche aussi de certaines personnes qui ont été victimes quand même on ne peut pas le nier, ça non plus, Pascal Bruckner, non? Alors, oui, mais alors, il y a deux notamment choses. Chez les femmes, mais chez les personnes de couleur aussi, quoi. Oui. Chez les femmes, oui. Alors, est-ce que le féminisme a comme but, la question qu'il faut poser, oui. c'est la revanche, c'est le ressentiment. Donc, est-ce qu'il faut faire payer aux hommes d'aujourd'hui les fautes ou les crimes des hommes d'hier? Donc, est-ce que tout garçon qui naît sur Terre est coupable du simple fait d'être un garçon? Alors, auquel cas, on rentre dans une guerre des sexes. Et alors, on n'est plus du tout, là aussi, dans un contexte français, qui était un contexte de conversation entre les hommes et les femmes, mais on est dans un contexte d'affrontement irréductible. Et c'est ce que dit un peu Alice Coffin quand elle dit qu'elle veut éliminer les hommes de l'esprit des femmes. Alors que c'était pour réconcilier les femmes et les hommes, à la base. Non, je veux dire le féminisme. Le but est de réconcilier les hommes et les femmes. Bien sûr. Alors, c'était pour réconcilier les hommes et les femmes en abandonnant le machisme, le sexisme et en montrant aux hommes qu'ils ont tout intérêt justement à se débarrasser d'une virilité toxique qui les handicape. Et je crois que ça, c'est tout à fait recevable. Maintenant, ce nouveau féminisme, c'est un féminisme belligérant, c'est-à-dire qu'il porte la guerre et tout homme est a priori suspect et sauf s'il se repent, il ne peut pas être pris en considération puisque l'un des axiomes du féminisme contemporain, c'est de dire aux femmes, vous ne devez plus faire votre vie avec les hommes puisque tout homme est un agresseur et vous devez désormais considérer que l'hétérosexualité c'est un songe mauvais du passé et qu'il faut aller vers une sororité universelle. Je crains que beaucoup de femmes ne soient pas tout à fait d'accord avec cela, sans parler des hommes. Oui, allez, on va poursuivre la conversation avec vous, Pascal Bruckner. Donc, un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc. Dans un instant, avec vos appels, 0826 300 300. Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h31 et ce matin, Pascal Bruckner est avec nous, essayiste pour ce livre, un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc aux éditions Grasset. Oui, et Pascal Bruckner, il y a des auditeurs en fait pour vous aussi sur votre livre et puis sur ce que vous dépeignez effectivement dans cet essai. C'est Olivier de Bordeaux qui est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour. Oui. Allez-y, donc à la fois pour votre constatation et puis votre question, si vous le souhaitez, à Pascal Bruckner. Sur certains points, je le rejoins effectivement sur la façon dont évolue la société et comment une minorité un peu qui peut être agitée monopolise l'attention. Après, je rejoins un petit peu la nuance que vous avez mise, c'est-à-dire c'est vraiment un ensemble de personnes très limitées. Et pour moi, je le constate aussi sur l'évolution d'une civilisation lorsque des personnes se sont senties victimes, ils deviennent un moment agresseur et c'est presque inévitable comme évolution
pour que ça s'assainisse un moment. C'est parce qu'il y avait un manque d'expression qui a fait que on tourne maintenant dans à tout prix le bouc émissaire ou l'accusation de celui qui est l'agresseur. Donc sur certains points, je le rejoins sur l'analyse qui est faite, avec des nuances évidemment, que ce n'est pas une généralité pour le coup. C'est vraiment une minorité. Oui, c'est une minorité, vous dites, Olivier, en fait, quoi. Pour moi, je ressens ça, oui. Je le ressens comme ça. C'est des agitateurs, donc mais c'est indispensable pour qu'il y ait cette expression et qu'il y ait à un moment cet assainissement. Pour moi, la communauté juive l'a fait quand il y a eu les choix à exprimer dans les années 60-70. Klarsfeld a été le représentant de ce mouvement-là pour qu'à un moment, Jacques Chirac, en 1995, exprime et traduise un petit peu le malaise qui était là sous-jacent. Mais il a fallu ça. Il a fallu un moment qu'il y ait eu de la virulence pour qu'on assainisse quelque chose. Alors pour prolonger peut-être votre réflexion, Olivier, Pascal Bruckner, c'est une minorité. Est-ce que ça mérite d'être souligné en fait à ce point-là? Olivier a raison, c'est une minorité. Mais c'est une minorité très active et très influente, c'est-à-dire c'est une minorité qui est aujourd'hui dominante à gauche, puisque c'est la nouvelle gauche différentialiste qui est en train de l'emporter sur une gauche plus généraliste, qui était celle de la social-démocratie classique. Et cette gauche-là, qui est donc s'inspire de ce qui se passe sur les campus américains, est sans doute minoritaire en nombre, mais elle est majoritaire en influence, et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on la retrouve dans les grands organes de la gauche, au Nouvel Observateur, à Libération, au Monde, à Télérama, et c'est là où son caractère minoritaire qui est indéniable se transforme en agent d'influence très important. Et je dirais que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est que, notamment dans le domaine du féminisme, le féminisme qui était une émancipation pour les hommes comme pour les femmes, est passé de la révolution à la terreur. Et là, on voit bien que avec des femmes comme Virginie Despentes, Pauline Hermange ou Alice Coffin, on est dans la phase de la terreur où tout homme qui ouvre la bouche ou essaye d'objecter, voire même, et là c'est pire encore, toute femme qui apporte des nuances dans le discours, notamment des nuances sur la relation entre les hommes et les femmes, est traitée de collabo, du patriarcat, et est renvoyé à son archaïsme. Donc, c'est un discours de rupture. Et je crois que ce qui a caractérisé le féminisme en France, c'est que ça n'est pas du tout une volonté de rupture, c'est une volonté, comme vous le disiez tout à l'heure, de réconciliation à un niveau supérieur sur le plan notamment de l'égalité, d'égalité sexuelle, égalité économique, égalité dans le travail. Question de Cécile. Oui, et pourtant, la France était saluée pour son universalisme, sa laïcité. Vous revenez justement sur les propos de James Baldwin, c'est cet écrivain américain qui venait en France, qui se sentait en sécurité. Joséphine Baker, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai que la France a été un havre de paix pour un certain nombre d'écrivains et de musiciens nord-américains qui, chez nous, ne ressentaient pas le même racisme qu'aux États-Unis. Et Joséphine Baker a des phrases merveilleuses dans les années 50 où elle explique que quand elle venait en France et qu'elle est un chauffeur de taxi, le taxi s'arrêtait. Quand elle allait au restaurant, les gens la servaient. Et quand elle allait à l'hôpital, les médecins l'examinaient sans la traiter de sale noire comme on le faisait aux États-Unis. Elle a d'ailleurs été une grande résistante et j'espère qu'un jour la France reconnaîtra son rôle en l'installant au Panthéon au milieu des hommes et des femmes illustres. Illustre, exactement. Oui. Mais ce qui s'est passé, c'est que je pense que d'abord beaucoup d'écrivains nord-américains continuent à venir en France parce que ici, ils sont, comme le disait James Baldwin, que j'ai connu un peu, ils sont débarrassés des béquilles de la race. C'est-à-dire, on les considère pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font plutôt, et non pas pour leur apparence physique. On se moque de savoir s'ils sont noirs, homosexuels, hétérosexuels, quel est leur métier. Simplement, on les trouve sympathiques ou non, mais on les accueille. Et division... pourtant, on dit que la France est raciste. Alors là, il y a des racistes en France, mais je dirais que la France est structurellement antiraciste. L'État est antiraciste par nature, puisqu'il a inscrit
le principe d'égalité dans sa constitution. Ce que je trouve très étonnant, plus globalement, pour élargir le propos, c'est qu'on accuse les pays européens d'esclavagisme, alors que c'est l'Europe qui a inventé l'abolition de l'esclavage, elle n'a pas inventé l'esclavage, et on accuse les Européens d'être racistes, alors que nous avons inventé en Europe, à la suite effectivement d'une histoire où le racisme a eu un rôle important, nous avons inventé l'antiracisme. Donc c'est un peu le monde à l'envers. Oui. On accuse ceux qui essayent de sortir de l'oppression ou de la barbarie, on les accuse justement des maux qu'ils tentent par tous les moyens de repousser. Et là, je trouve il y a toute une génération qui est en train de tomber sur la tête. Oui, Pascal Bruckner, en tant qu'intellectuel, est-ce que vous estimez qu'en France aujourd'hui, on n'arrive plus à avoir des débats assez sereins sur toutes ces questions, tournant autour du féminisme, autour de cette guerre racialiste éventuellement, comme vous l'avez évoqué, et qu'on agit beaucoup sous le coup de l'émotion, dans les déclarations, et qu'on n'arrive plus à donner de la perspective sur notre société? Si on peut débattre, on peut toujours débattre à la télévision, la preuve, nous le faisons là, mais simplement un petit nombre de groupes minoritaires, mais très actifs, utilisent l'arme de l'intimidation et de la victimisation. Et donc, ils brandissent une sorte d'accusation maximale contre la France, contre la République et contre ses valeurs, en nous accusant de tous les maux de la terre. Et il est très difficile de répondre à cette accusation avec des arguments rationnels, puisque eux, justement, ils utilisent l'arme de l'émotion et ils nous foudroient en quelque sorte sous le coup. Ils vous qualifient de vieux réac, en même temps, par exemple, pour certains. Oui, alors ça ne me dérange pas. Comment vous réagissez, d'ailleurs ? Écoutez, je souris, mais vieux réac, c'est déjà mieux que vieux fasciste. Alors, si vous voulez, c'est des étapes. Mais je pense que le réac du jour peut être le progressiste du lendemain. C'est-à-dire que le fait d'avoir un certain âge permet aussi peut-être de porter un regard plus distant sur la société. Parce que je remarque une chose, ces jeunes générations, d'ailleurs, les néo-féministes ne sont plus si jeunes. Ce ne sont pas non plus des perdrix de l'année, pour utiliser un mot connu. Elles atteignent la cinquantaine, donc elles sont en train de basculer dans le camp des seniors. Mais peu importe. Ce que je remarque, c'est que cette génération qui prétend démoder complètement la génération qui l'a précédée, en revient au vieux mécanisme du bouc émissaire, de la malédiction, et c'est une sorte c'est des châtiments un peu médiévaux qu'elles appellent sur les personnes qu'elles condamnent. Donc ça n'est pas du progressisme. Pour moi, c'est une version New Look de l'obscurantisme médiéval. Et vos appels, comme tous les matins, 0826 300 300 avec Isabelle de Neuilly qui voudrait vous poser une question. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Pascal Bruckner. J'ai lu avec grand intérêt votre livre et particulièrement votre introduction qui est remarquable. Je voudrais mettre en lumière deux idées. C'est que le racisme qui est un échec de la relation à autrui, paradoxalement, l'antiracisme est aussi un échec de la relation à autrui. Quand on fait du blanc un esclavagiste en puissance, un sale type, on ne peut plus communiquer avec l'autre. Deuxième idée, c'est que par rapport à des idées exprimées il y a une dizaine d'années, ou davantage par Pierre-André Taguieff, qui disait que l'antiracisme allait se démoder, puisque c'était une mode, il se démoderait. Je crois que vous montrez bien que l'antiracisme se démodera difficilement. Pourquoi ? Parce que, à mon avis, l'antiracisme est enraciné dans la société française, dans le paysage français, pour deux raisons. D'une part, en raison de la démographie, car les nouvelles populations font beaucoup d'enfants. Et deuxièmement, en raison de la baisse du niveau scolaire et universitaire qui, bientôt, ne permettra plus aux gens d'argumenter et de débattre. Vous n'êtes pas optimiste, vous êtes pessimiste. Ah non, plutôt, oui. Isabelle. Et est-ce que vous avez une question directe, parce que ça c'est une réflexion effectivement par rapport au livre de Pascal Bruckner, et puis peut-être aussi au sanglot de l'homme blanc, le précédent ouvrage aussi. Et une question plus directe à Pascal Bruckner, alors qu'il vous écoute.
je ne sais pas, disons que plutôt encore une remarque, excusez-moi, oui. Quand il fait allusion à Richard Wright et à Joséphine Baker dans ces années-là, dans les années 40, il me semble qu'ils s'échappaient au racisme à cause de leur notoriété. Moi, je suis carteronne, hein. Mon grand-père est venu d'Haïti, notre famille française était partie en Haïti juste avant la Révolution française, et je peux vous garantir que mes tantes, dans les années 30, y compris mon père, ont été victimes du racisme. Ouais. Alors qu'ils étaient vraiment, ils avaient une position sociale importante. Ouais. Voilà. Ouais. Merci, Pascal, oui, merci Isabelle. Effectivement, Pascal Bruckner, est-ce que ça suscite une réaction chez vous de ce que disait à l'instant Isabelle donc? Oui, oui, ça suscite plusieurs réflexions. Oui. Je pense d'abord que effectivement, l'antiracisme, c'est notre dernière idéologie politique. On les a toutes abandonnées, elles sont toutes mortes, le socialisme, le communisme, le progressisme est en mauvais état, le libéralisme aussi, et on a l'impression que l'antiracisme, c'est le communisme d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est l'idéologie qui va triompher au XXe siècle. Simplement, s'il est indispensable, effectivement, de condamner les actes d'agression, les actes de xénophobie ou de discrimination, l'antiracisme ne fait pas une politique. C'est-à-dire, ça n'est pas un programme politique pour une nation, pour un grand pays. On ne peut pas se contenter simplement d'être antiraciste et de ne pas essayer d'offenser telle ou telle catégorie, car alors on arrive à une sorte de politique où on tente de ne vexer personne, oui, et de ne froisser aucune susceptibilité. Et ça ne fait pas un programme pour un peuple qui a envie d'aller de l'avant. Ça, c'est la première chose. Et ce que disait Isabelle tout à l'heure est tout à fait vrai, c'est qu'au fond, si on s'en tient à la doxa antiraciste actuelle, on a l'impression qu'il y a transmission héréditaire du statut de bourreau et du statut de victime pour tous les individus. Je vais prendre un exemple très simple. La British Library vient de prendre un arrêté où elle va interdire, ou en tout cas censurer les œuvres d'Oscar Wilde et de George Orwell, parce que leurs ancêtres auraient participé à la traite négrière, au commerce transatlantique, et que donc par conséquent, par rebondissement, ils en sont eux-mêmes atteints. Mais il me semble que le message démocratique auquel nous sommes tous très sensibles, c'est que la faute s'arrête à celui qui l'a commise. Vous n'êtes pas responsable des crimes de votre père s'il en a commis. Et donc, par conséquent, la liberté, c'est une page blanche qui est ouverte pour chacun d'entre nous. Oui, dans cet exemple, vous montrez, Pascal Bruckner, que c'est aussi porté par des élites et des élites blanches, un peu comme Rosanna Arquette qui disait « Je suis désolé d'être née blanche et privilégiée ». Voilà, c'est ça. Alors ça aussi, c'est une chose sur laquelle je voudrais insister avant d'arrêter, ouais, c'est que la haine des Blancs, c'est d'abord la haine des Blancs privilégiés contre eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est une sorte d'auto-flagellation que des élites, en général très favorisées, portent à l'égard d'elles-mêmes en s'affichant comme étant des êtres, hommes ou femmes de bonne volonté, prêts à s'excuser d'exister. Et je trouve qu'il s'agit là d'une comédie. Nous n'avons pas à nous excuser d'être. Nous avons soit à être fiers de ce que nous faisons, soit au contraire à ne pas en être fiers. Mais là encore, on prend le problème à l'envers. Et il faut se méfier de ces contritions qui sont en réalité une sorte de manifestation d'orgueil inversé. Et donc je crois très peu, moi, à la mauvaise conscience de Rosanna Arquette qui se flagelle sur la place publique. Je pense que c'est simplement la démonstration d'une femme du showbiz qui a envie qu'on parle d'elle et qui dit j'ai honte d'être blanche. Pourquoi aurait-elle honte? Sauf si elle a commis des crimes. Elle n'a pas à avoir honte de ce qu'elle est. Nous n'avons pas à avoir honte de ce que nous sommes. Point. Pascal Bruckner, est-ce que la gauche est morte? Alors non, la gauche n'est pas morte, mais la gauche est très divisée. On voit bien qu'il y a une gauche social-démocrate classique, mais qui n'a plus de voix au chapitre. Regardez, le Parti socialiste, elle n'a plus d'idée. Le Parti socialiste ne présente même pas de candidat. Il est obligé d'arbitrer entre les écologistes d'un côté et les candidats de la France insoumise de l'autre. Donc la gauche n'est pas morte, mais elle a pris un sérieux coup avec la chute du communisme. Donc, à mon avis, elle ne s'est pas vraiment relevée parce qu'elle a été incapable d'articuler un projet
réformateurs qui prennent en compte les exigences du marché, de la mondialisation et de la justice sociale. Donc il y a toujours des tentatives de réélaborer un projet progressiste qui tiennent compte aussi du changement climatique, mais pour l'instant, les gauches européennes sont en très mauvais état. Vous, Pascal Bruckner, vous vous sentez toujours de gauche, ou alors, comme le disent certains sur les réseaux sociaux, il a basculé en fait dans l'extrême droite. On devient tout de suite, dès qu'on critique, extrême droite. Oui, enfin bon, ça c'était un argument facile. Oui. Encore une fois, ça ne me dérange pas parce que je peux le renvoyer à ceux qui me le balancent. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors oui, c'est ça, qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur réponds que dès que l'on cherche la complexité, dès que l'on essaie d'introduire de la nuance dans l'analyse, on est immédiatement taxé d'extrême droite, de fasciste, et alors on est mis dans le même sac, on est zémorisé. Alors d'une part, moi je considère que Éric Zemmour n'est pas à jeter en totalité. Je déteste qu'on le maudisse et qu'on en fasse une sorte de diable médiatique. Il faut prendre ses arguments en considération sans le diaboliser. Sans l'anathématiser, voilà, exactement, sans le jeter. Et d'autre part, je pense que c'est une manière pour les gens de se débarrasser des embarras qu'on leur oppose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on leur explique qu'ils ont tort et que leurs analyses sont trop simplificatrices, donc ils vous basculent dans le wagon nauséabond d'extrême droite, ce qui est une facilité rhétorique. Mais c'est pas grave, il faut pas... Mais vous restez de gauche. Moi, je reste, écoutez, je suis à la fois libéral sur le plan économique, progressiste sur le plan social et conservateur, puisque je pense qu'il faut effectivement conserver beaucoup de choses dans la nature et dans l'écologie. Donc voilà, j'essaye d'être une synthèse de ces trois familles politiques. C'est une bonne conclusion. C'est une bonne conclusion. Voilà, je suis macronien. Voilà. Un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc aux éditions Grasset. Merci Pascal Bruckner d'avoir été avec nous en toute franchise, et les auditeurs également au 0826 300 300.